Bienvenue dans les coulisses de l'IMO, le premier podcast qui donne la parole aux faiseurs du territoire. Je suis Anne Portales, directrice générale du groupe Hectare, et ce podcast permettra d'explorer les coulisses de l'aménagement en Occitanie et d'ailleurs. Il est temps de donner la parole à ceux qui vivent, construisent et défendent ce métier tous les jours. Car derrière chaque terrain, il y a une idée, un enjeu et une histoire à raconter. Vision du terrain, réalité du métier, rumeurs, conseils, intox et vérité, ici, on dit les choses franchement, avec bienveillance et une bonne dose de bonne humeur. Pour notre premier podcast, nous parlerons de biodiversité et aménagement entre contraintes et opportunités. Avec comme invitée aujourd'hui Alice Saint-Van, directrice du groupe Lamo. Bonjour Alice, enchantée. Bonjour Anne. Je suis avec Tolga Koskun, notre directeur de l'urbanisme durable. Et si vous voulez bien nous en dire un peu plus sur vous et votre métier. Bien sûr. Donc moi je suis Alice Saint-Van, je dirige, la société Naturae basée sur Sète, qui appartient donc au groupe Lamo et on est, une entreprise, composée d'écologues, donc on va en parler aujourd'hui. Donc on s'attache à étudier la biodiversité et à accompagner, nos clients qui sont des aménageurs, mais aussi des collectivités pour, aboutir au mieux sur leurs projets, tout en parlant biodiversité. Merci Alice. Tolga, est-ce que tu peux nous rappeler la stratégie d'Hectare concernant l'urbanisme durable et notre label QDH? Heu, Depuis, la fin des années 2010, Hectare a pris le virage de l'urbanisme durable, donc d'inscrire son métier d'aménageur, dans la durabilité. C'est évidemment dans l'air du temps, mais c'est aussi, une façon d'inscrire ce métier cette entreprise qui existe depuis 40 ans, dans une nouvelle quarantaine, évidemment et dans ce cadre-là, la direction d'Hectare, m'a demandé de, travailler sur un label que l'on pourrait appliquer sur tous nos projets et qui, mettrait, la barre le plus haut possible pour la prise en compte de l'environnement et notamment de la biodiversité aussi. Donc QDH, c'est quartier durable Hectare, quartier démonstrateur Hectare, parce qu'on veut pouvoir être fier de montrer chaque quartier que l'on développe comme étant un quartier singulier, dans sa durabilité, mais aussi dans sa conception. Alors pourquoi la biodiversité étant un sujet de l'aménagement? On on traverse un certain nombre de crises environnementales, que ce soit le changement climatique, l'épuisement des ressources, la difficulté à s'approvisionner en énergie aussi de plus en plus. Et parmi ces crises environnementales, l'extinction ou l'érosion de la biodiversité est malheureusement tout en haut de la liste. Aujourd'hui, on commence à parler de la 6e extinction de masse de biodiversité. Donc les populations, notamment d'insectes par exemple, ont diminué de plus de 70 sur ces 30 dernières années en Europe de l'Ouest et en effet de cascade, la disparition, d'un certain nombre par exemple d'insectes, d'espèces, impacte toutes les autres chaînes trophiques et derrière on craint un impact aussi pour l'espèce humaine, notre civilisation puisque, que ce soit en termes de santé, en termes d'alimentation, en termes d'habillement, en fait, on est fondamentalement lié à la biodiversité et donc on a besoin que la biodiversité fonctionne bien, les écosystèmes fonctionnent bien pour être nous-mêmes, en bonne santé et l'enjeu par rapport à l'aménagement, c'est que l'aménagement modifie ce qu'on appelle l'occupation de sol. Donc, si on avait une forêt et qu'on construit un quartier, évidemment, on dénature, ce site et donc on va potentiellement abîmer la biodiversité si on ne fait pas attention et c'est aussi vrai, sur un champ, par exemple. Alors c'est un peu moins vrai, on abîme un peu moins un champ qu'une forêt, mais ça n'empêche que, voilà, on peut avoir des impacts. C'est ce qu'on appelle l'artificialisation. Merci Tolga. Donc, on va parler maintenant de la séquence ERC. ERC qui veut dire éviter, réduire, compenser. De quoi s'agit-il? Alors c'est quelque chose qui existe en fait depuis assez longtemps, et d'ailleurs finalement tout ce sujet de biodiversité et de protection des espèces, ça existe depuis plus de 50 ans. Mais en fait, c'est un sujet, dont on se saisit aujourd'hui beaucoup plus, que ce soit côté, aménageur, porteur de projet ou côté réglementation. Mais finalement, c'est quand même bon de se rappeler que ça date de 76, donc ça quand même commence à remonter et même cette séquence éviter, réduire, compenser, elle remonte à cette époque-là. C'est quelque chose qu'on met en place, finalement depuis quelques années, mais qui est assez peu compris
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on s'imagine qu'un projet, évidemment, il va avoir une incidence sur l'environnement, sur toutes les strates, hein, de l'environnement. Moi, je parle biodiversité, mais évidemment qu'il y a d'autres sujets dans l'environnement, hein, bien sûr, que la biodiversité. Il va avoir une incidence et en fait, on va aller chercher à réduire cette incidence. On va aller chercher à éviter, donc éviter, ça veut dire avoir zéro impact sur, l'espèce. Quand on n'arrive pas à éviter, on va aller chercher à réduire l'impact. Donc, par exemple, plutôt que d'aller, construire en plein printemps, quand tous les oiseaux, sont en train de nicher, que tout le monde est bien présent, on va réfléchir à intervenir à des bonnes périodes, voilà. Ça paraît du bon sens souvent, mais finalement, mis bout à bout, toutes ces réflexions de réduction, arrivent à avoir un impact à réduire l'impact, sur les espèces protégées. Et puis, le fameux C, c'est la compensation. On pourrait tenir des heures sur le sujet de la compensation écologique, je pense pas que ce soit l'objet. Mais, il y a quand même quelque chose qui existe en France dans la loi, c'est qu'on peut, déroger à l'interdiction de détruire des espèces protégées, sous de très, très, très nombreuses conditions et de ce fait, on va aller réfléchir à aller compenser l'impact qu'on a eu en mettant en place des mesures assez lourdes, assez longues, très coûteuses. Donc on a plutôt dans l'idée aujourd'hui de ne pas aller jusque-là, de faire toutes les démarches avant pour, travailler, de concert Et on est avec les plutôt porteurs dans de projets. dans la globalité des projets, on est plutôt dans on arrive à éviter ou on est plutôt enfin, on est à éviter, réduire, enfin, c'est quoi la C'est hiérarchisé du coup, proportion? On arrive, ouais. bah, en fait aujourd'hui, si on n'évite pas, si on montre pas qu'on a fait un effort, le projet n'aboutit pas. Là aujourd'hui, on est vraiment dans cette situation-là et c'était pas quelque chose qui était vrai il y a quelques années, mais aujourd'hui, clairement, si on montre pas un effort en tant que porteur de projet, d'où l'intérêt, on va en reparler, d'anticiper, d'être très en amont, de connaître avant, les espèces parce que ça nécessite, on parle de ça, mais ça nécessite de savoir ce qu'il y a, sur notre site quand on est aménageur et qu'on veut aménager un terrain. C'est pas à la portée de tout le monde de savoir quelles espèces, se trouvent sur ce terrain et des fois on croit que sur une friche par exemple, il y a pas grand-chose et puis il se trouve que Vite une finalement, friche, alors pour rappeler, friche du coup, une friche c'est, ben, une parcelle agricole, cultivée. On arrête l'activité agricole, que ce soit une vigne, si on laisse la nature reprendre ses droits après l'activité agricole, ça devient une friche, pour faire simple. Et je rajouterais aussi que donc dans le cadre de nos engagements QDH, nous évitons alors faut pas utiliser le mot «éviter», mais nous évitons la compensation. C'est-à-dire que systématiquement, à la suite du diagnostic qui est réalisé par exemple par les équipes d'Alice, nous essayons de mettre en place une stratégie d'évitement, une stratégie de réduction qui permettrait d'éviter et de réduire un maximum d'impacts, si possible tous les impacts. Bon, même si c'est relativement difficile d'éviter tout, mais voilà, et de ne pas avoir recours à la compensation. Ça, c'est des engagements qu'on a dans le cadre de notre, stratégie d'urbanisme durable. alors quels sont les enjeux pour l'aménageur et la complicité de ces procédures? La difficulté, elle est double. Elle est premièrement, humaine, c'est-à-dire que en fait, quand on est à l'ESTP, par exemple, on sort d'une école, où on a appris le BTP, on ne sait pas ce que c'est le vivant, tout simplement. Par exemple, Alice parlait d'une mesure de réduction qui est le calendrier de chantier. Ben, nous, quand on sort d'une école, d'ingénieurs, par exemple, on pense qu'on peut faire des travaux toute l'année. Alors que, ben, dans le cadre d'une mesure de réduction, Il y en en a fait, beaucoup qui pensent ça encore, voilà, même toujours. qui sortent pas de cette Avec école. en ce moment, il y a des panneaux qui disent, bah, justement, on fauche un peu au moins bas. On élague, plus tard dans l'année parce que c'est bon pour la biodiversité et c'est vrai que jusqu'à présent, ce genre de panneau n'existait pas et c'est qu'on le voit un peu partout maintenant que de dire que, bah, les herbes hautes finalement, c'est pas qu'on le fait pas ou justement on pourrait croire que c'est quelque chose de néfaste et en fait, ils expliquent que c'est pour la biodiversité, pour que les espèces puissent, Tout à fait. C'est Mmh. pas ça reste anecdotique. On voit, moi, dans mon village, quand je rentre le soir, je vois qu'ils ont là, la semaine dernière, fauché l'intégralité de tous les bords de route, en pleine période, où on a un impact très fort et ça peut se faire sans, aller, rendre des comptes, aux administrations et cetera. Donc c'est vrai qu'il y a encore les mentalités changent, il y a des gens qui prennent leurs responsabilités par rapport à ces sujets, mais ça passe par la connaissance. Moi, je suis Ça passe convaincue par que la ça. connaissance. Et pour ils ne savent pas, la pédagogie, oui, c'est ça, ils savent pas que, s'ils sont chez eux, ils sont propriétaires, ils ont un problème sur un arbre, ils vont abattre les arbres sans voilà, ils ont le droit, les agriculteurs aussi, enfin, les sujets sont nombreux. Je pense que le point de départ, c'est vraiment, la connaissance parce que c'est pas si complexe que ça, mais c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Exactement, il faut un dictionnaire, pour, un traducteur pour,
que le monde du BTP et le monde Désacraliser, du vivant sachent se parler, se comprendre. Donc ça, c'est le premier frein, la première complexité. Et la deuxième, elle est financière, organisationnelle. C'est-à-dire que l'étude du vivant sur un site est compliquée, complexe. Il faut plusieurs spécialistes. Alissa en parlera beaucoup mieux que moi, mais on a des aviphonistes qui étudient les oiseaux, on a des entomologues qui étudient les insectes, on a des question pour un chiroptérologues, ouais, Il qui maîtrise sont bien le jargon, quand même, chirurgien il a mignon. l'habitude. question Je pour sais un ce que c'est champion, voilà. exactement. Et Chiroptérologue, c'est le terme. chiroptérologue, voilà, pour les Pour un chauves-souris. mycologue, c'est bon. On a les malacologues, les batracologues ou herpétologues, enfin bref, on en a plein. Et donc, tous ces gens-là vont venir à des moments différents de l'année, parce que quand on veut voir une reproduction d'amphibiens, eh bien, il faut venir en tout début d'année, avant le printemps. Alors que quand on veut voir des chauves-souris chasser, il faut venir en pleine période estivale, et cetera. Voilà, donc il va y avoir des temps d'intervention longs, ce qui est pas forcément dans les habitudes des aménageurs. Donc, d'anticiper 1 an d'études, ce qu'on appelle les études 4 saisons dans notre métier. Donc on doit anticiper 1 an d'études avant de même réfléchir à un plan masse. Alors que généralement, nous, quand on commence un projet, on a une parcelle et on fait tout de suite au crayon un petit plan masse en disant: «Voilà, mon quartier va ressembler à ça», et cetera. Et c'est une logique quand même un peu compliquée pour nous de se dire: «Je ferai mon plan dans 1 an». Voilà. Donc justement, un sujet qui revient souvent, c'est les études d'impact vs les projets, sous les seuils. Alors quel impact concret sur la biodiversité? Je t'en prie, Justement, ce que Alice. tu disais avant me faisait penser à quelque chose, que tu parles de 4 saisons. Il faut savoir que c'est pas pour tous les projets, qu'on est obligé et qu'on passe, pendant une année complète avec tous ces experts-là à évoquer. C'est que pour les gros projets. Il y a des seuils et ça, c'est la réglementation, on va pas en parler là parce que c'est quand même pas très agréable à entendre, mais voilà, il y a des seuils de projets. Donc les projets de plus de telle surface, de plus de tant de linéaires de route et cetera, sont soumis d'office à ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental et donc on est obligé de faire ces 4 saisons d'inventaire. Par contre, il y a énormément de choses qui se passent et de projets qui se font et qui sont pas soumis à ces seuils-là. La moindre démolition de bâtiments, le et il y a des sujets évidemment de biodiversité et donc c'est là où ça se complique. C'est là où la réglementation évolue aussi, puisque aujourd'hui il y a quand même de plus en plus de petits projets qui sont rattrapés par, des dispositifs en place, pour, malgré tout, se faire accompagner d'écologues. Et puis il y a, je pense quand même, des consciences qui changent un petit peu puisqu'on on je vois d'expérience que par rapport à il y a 15 ans quand j'ai commencé, il y a de plus en plus aussi de porteurs de projets qui ont une démarche volontariste. C'est-à-dire ils ont compris qu'ils ont intérêt à savoir tôt s'il y a un «risque» entre guillemets, si ça sert à quelque chose d'aller sur ce terrain ou alors, et de pas y mettre plein de projets, concepteurs, argent, et donc de savoir très tôt si, voilà, il y a un sujet biodiversité, il vaut mieux le savoir tôt et prendre les bonnes décisions et gagner du temps. Par rapport justement à nos propriétaires fonciers, nous, puisque effectivement, nous, on va avoir un propriétaire et on va peut-être signer, puis finalement, on lui dit, bah, il y a un problème de biodiversité. C'est que là aussi, des fois, bah, ça, il tombe des nues en disant, mais voilà, votre terrain, on ne pourra pas de suite l'aménager. C'est qu'il y a aussi, je pense, une prise de conscience, parce qu'un terrain, aujourd'hui, on peut croire qu'il est le plus beau et sur le papier, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'enjeux aujourd'hui, enfin, d'études, de coûts. En tant qu'aménageur, et c'est vrai que souvent c'est pas compris, on pense que un terrain, on peut l'aménager immédiatement, donc c'est vrai c'est important de pouvoir en parler. C'est l'occasion de débunker aussi une idée reçue, c'est que, on pense généralement les gens pensent que c'est les aménageurs qui choisissent où ils vont construire. Mais c'est évidemment pas du tout le cas. Ce sont les autorités publiques locales qui décident dans leur plan local d'urbanisme où la construction peut avoir lieu. Et nous, notre travail, c'est d'étudier les plans pour savoir où est-ce que la collectivité veut telle ou telle construction. Donc créer de la logistique, créer une résidence, créer un lotissement, etc. Et sur la base de ces documents de cadrage public, nous, on va faire les études nécessaires pour rendre possible cette construction. Donc c'est pas les aménageurs qui choisissent où ils vont construire. Et donc on hérite d'un travail qui est fait en amont par les pouvoirs publics et des fois, malheureusement, on hérite de sites qui ont beaucoup d'enjeux écologiques, malgré nous. Parce que tu mets le doigt sur quelque chose qui est très problématique, peut-être on y reviendra,
c'est que finalement, on arrive à avoir un rôle, nous, écologues, naturalistes, plus important quand c'est les aménageurs et les porteurs de projets qui arrivent et qui au stade projet, on appelle ça. Et là, ça y est, il faut dérouler 4 saisons d'inventaire. Mais finalement, on accompagne aussi beaucoup, chez Naturay, on fait beaucoup de volets environnementaux de PLU et donc c'est là qu'il faudrait mettre, finalement, le temps. C'est là qu'il faudrait être dès le départ de la décision, il faudrait réfléchir. Donc c'est en train de bouger. On passe de plus en plus de temps au stade des PLU. Mais bon, les petites mairies qui font leur PLU, sincèrement, c'est compliqué aussi, d'avoir un budget pour, payer ses études et finalement, c'est dès le départ qu'il faudrait Mmh. réfléchir à où est-ce qu'il vaut mieux aller. Est-ce qu'il vaut mieux urbaniser ici que là? Parce On qu'après parle toute de la temps au chaîne départ, voilà, de temps pour après un gain pour tous. exactement et donc ça bouge mais très doucement. Mmh. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a un cadre, de plus en plus général, mais c'est que dans la pratique, c'est pas toujours, facile et fluide, ces études. On va parler un peu des inégalités et les traitements et injonctions contradictoires. Là, c'est belle partie. Des différences d'approche, voilà, on en parlait entre maîtres d'ouvrage et territoriaux, les bureaux d'études. Enfin, est-ce que tu peux nous aiguiller un peu là-dessus? Peut-être 2 visions différentes, C'est avec intéressant. Alice, mais nous, on travaille grosso modo, de Marseille à Toulouse, de Perpignan à Narbonne, à Montpellier aussi, à Avignon et donc on est sur, plusieurs régions, on est sur plusieurs départements. On a affaire à des services de l'État différents donc forcément qui évidemment on est tous soumis à la même réglementation, mais il y a ce qu'on appelle des doctrines, qui peuvent être des appréciations un peu différentes, fluctuantes, des textes en fonction des administrations et effectivement, nous, la difficulté majeure qu'on va avoir, c'est que, on va apprendre à faire, par exemple, une étude 4 saisons, dans l'Hérault, avec, une façon de faire, des protocoles, avec, des mesures d'évitement, de réduction qui sont dans les doctrines, de ce département, des services de l'État dans le département et puis, 1 mois après, on va aller, dans le Vaucluse et on va avoir, d'autres services de l'État avec d'autres doctrines et tout le travail qu'on aura fait en s'inspirant de ce qu'on a fait dans l'Hérault, eh bien, ça va être, plus ou moins mal perçu ou malvenu ou pas suffisant et cetera et en plus à cette complexité, on rajoute la complexité du vivant. Donc, on peut avoir 10 sites complètement identiques sur le papier, et bien, en termes de biodiversité, ils seront jamais pareils. Il y aura des espèces différentes, qui seront plus ou moins protégées et cetera et donc quand on mixe toute cette complexité, pour un aménageur, il y a de quoi rendre fou. S'adapter, c'est quoi? C'est l'adaptation. Oui, c'est une adaptation, constante, pour nous aussi, hein, bureau d'études. On a aussi, on fait aussi face, à des injonctions, contradictoires, quand on travaille sur des régions. Donc nous, on travaille sur tout l'arc méditerranéen, donc principalement Occitanie, mais aussi en PACA. On n'a pas du tout les mêmes façons de travailler et finalement, les mêmes, accompagnements aussi de la part des services instructeurs en PACA qu'en Occitanie. Voilà, ça paraît fou parce que c'est la même loi, mais c'est bien de rappeler qu'on travaille sur du vivant, qu'on fait aussi un travail, où le dire d'expert, a toute sa place. C'est-à-dire qu'il y a rien de plus facile à contredire qu'une étude, faune-flore et on le voit dans l'actualité. C'est-à-dire que c'est aussi une réalité. On fait un métier où vont s'engouffrer, aussi, les opposants, les contentieux parce qu'on ne fait pas quelque chose qui est tout noir, tout blanc, ça bouge, c'est mouvant, c'est vivant Mmh. et donc il faut qu'on arrive à jongler avec ça, à accompagner au mieux nos clients, sur ces bases-là. Donc ça demande beaucoup d'anticipation et de communication. Je pense que c'est, voilà et de compétences aussi, De compétences, ouais. accessoirement. Ah Parce que je pense que, voilà, c'est un métier aussi mmh, d'expertise exactement. et donc il y a quand même un niveau de compétence qui est attendu. On est quand même regardé sur Mmh. nos niveaux de compétences. Les instructeurs nous surveillent sur, les CV des experts et cetera, la justification. On est très regardé dans voilà, donc Dans le paysage, ouais. c'est ça. Ça me fait penser à un sujet aussi, ce que tu dis Alice, parce que, globalement, en fait, il y a pas de limite à la façon dont on peut étudier un site. Si on est un scientifique, par exemple, et on veut comprendre un site, on peut s'y installer, mettre sa tente et y rester 2 ans et voilà, on aura Archéologue, voilà, c'est un peu ça, c'est exactement, c'est l'archéologue du terrain et nous,
en tant qu'aménageur, on ne peut pas se permettre de faire ça. Enfin, la logique économique ne le permet pas aujourd'hui en tous les cas, où il faudrait vendre 2 fois plus cher les maisons et je pense que les consommateurs sont pas prêts. Donc on essaie de trouver, enfin les bureaux d'études essayent parce que nous on n'est pas sachants, mais les bureaux d'études, essayent de trouver le bon, compromis entre, l'inspection, ce qu'on appelle la prospection maximale du terrain, pour avoir un avis, cohérent, pertinent, robuste, représentatif, de la biodiversité du site Et et conclusif. conclusif, C'est exactement. très compliqué. Et des fois, on a des associations, de protection de l'environnement qui nous opposent, par exemple, de ne pas avoir assez étudié le site, parce que eux, ils sont passés 15 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois et ils ont trouvé des choses, peut-être que nous, on n'avait pas vues et cetera. Et c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre, pour le commun des mortels, de savoir, ben, pourquoi on peut avoir 2 études qui ont des conclusions différentes. En fait, il faut comparer ce qui est comparable. Si on est passé 10 fois sur un site ou 100 fois, évidemment, les conclusions ne seront pas les mêmes. On s'attache pas mal à interroger nos parties prenantes et notamment nos clients. Et malheureusement, c'est jamais conclusif. Quand on leur demande, «Seriez-vous prêts à dépenser un peu plus pour avoir un produit plus écologique?» et cetera, les réponses sont rarement, tranchées et conclusives. Alors que si on posait la question de savoir si, l'habitat devrait être plus écologique, tout le monde répondrait «oui». Mais quand la question est: «Serez-vous prêt à payer plus?» la réponse est souvent «non». Et c'est vrai que pour nous, c'est un équilibre, à trouver entre ce qu'on doit faire, bon, au regard de la réglementation évidemment, mais aussi dans le cadre de nos engagements, volontaires, dans le cadre de nos stratégies d'urbanisme durable et de notre, politique RSE et ce que les consommateurs sont prêts, veulent acheter et sont prêts à payer pour acheter. Alors, l'idée, c'est comment faire pour que la biodiversité ne soit pas qu'une contrainte, mais aussi une opportunité. Je pense qu'on l'a déjà dit et qu'il faut aussi alors c'est le chemin de pensée le plus simple d'opposer, le coût et c'est vrai que, des études sur un an, c'est coûteux, en temps, en argent, que c'est vrai que de se voir bloquer un projet parce que c'est une réalité, en raison d'enjeux de biodiversité, c'est beaucoup d'argent souvent qui a été déjà, dépensé ou envisagé et cetera. Donc l'anticipation, c'est je pense, la clé. C'est-à-dire que anticiper très en amont et réfléchir, heu, aux risques, justement, heu sur certains terrains, sans faire des études très coûteuses, ça peut faire gagner beaucoup d'argent, en fait et ça peut éviter d'aller justement s'engouffrer et c'est un petit peu ce qui est en train de changer, surtout, je pense chez les aménageurs. Je pense que c'est des fois plus difficile pour certaines petites collectivités mais en tout cas, je remarque depuis des années que quand même, on a compris, il y a les aménageurs globalement ont compris qu'ils ont intérêt, aussi financièrement, hein, à faire, intervenir, des écologues, même, juste sur une toute petite étude, un regard, une analyse très en amont pour En éviter de gros, s'engouffrer dès qu'il y a, dès le départ en fait dès de que l'analyse signe avant dire financière. un Ouais. compromis, on est On le fait de en plus en plus, signature ça, de on le fait suite. de plus en plus, on le fait de plus en plus, ce Oui. qu'on s'appelle un prédiagnostic. Alors évidemment, on passe une fois, 2 fois, donc on n'a pas une vision exhaustive. Si on passait, 3 ans dans notre tente, ou en mettant des pièges photos, plein le site, on aurait bien sûr qu'on n'a pas le même résultat. Sauf que c'est ça aussi le dire d'expert, c'est d'être capable de dire, les espèces qui sont potentiellement présentes et du coup d'analyser, le risque, on va dire, En gros, derrière. enfin, si on peut avoir un exemple, on voit par exemple, je sais pas, une fleur, qu'on n'a pas vue ou qui est en danger, enfin En fait, c'est de surtout savoir par rapport, quand on fait un prédiagnostic, on envoie un expert de la faune, des animaux, un expert de la flore, des plantes. Donc c'est 2 regards différents qui vont regarder l'occupation du sol, ce que disait Olga tout à l'heure. Est-ce qu'on est sur, un ancien, déblai routier, bien pourri? Où, il peut y avoir évidemment quelques espèces, mais on sait dire que sur ces milieux-là, on n'attend pas, des enjeux très, très prégnants, comme, des lézards osselets ou des outardes canepetières ou des sujets qui sont très protégés et avec des forts niveaux d'enjeux en région. Si on arrive sur un milieu, où qui a souvent c'est souvent quand la nature a repris ses droits. C'est-à-dire que, ne plus intervenir sur un site pendant des années et ça on le voit, ben, du coup, la nature reprend ses droits, du coup, la biodiversité revient et donc on le voit, il y a
voilà, si on voit s'il y a plein d'arbres, Mmh. voilà, on arrive à analyser. Là, on est sûr que si vous envoyez des experts, en plein printemps, il y aura des espèces protégées. Donc il y aura, une complexité à prendre en compte. Mmh. Mais je tiens à dire aussi que on arrive à trouver des solutions et on arrive à faire des projets, qui intègrent des enjeux de biodiversité. Il ne faut pas s'imaginer que dès qu'il y a le moindre lézard sur un site, on peut rien faire. Sinon, voilà, Enfin, un exemple, si on a un lézard, on a eu le cas, hein, ça dépend du sur, lézard, j'ai envie de vous dire. on a eu un lézard osselet, Ah, mais celui-là, il est un petit peu plus compliqué. le coquin, on l'a pas vu, mais il était là. Non, C'est mais le effectivement, le lézard osselé, aujourd'hui, on a dû c'est un exemple. compenser énormément sur notre Oui, projet, voilà, mais c'est oui. justement donc à l'époque, je me rappelle, on avait fait un chemin où on avait créé en tout cas, pour qu'il puisse, C'est de l'évitement. C'est ce ouais, qu'on c'est de disait tout à l'évitement. l'heure, c'est de l'évitement. C'est-à-dire que, oui, alors le lézard osselé, c'est une espèce, protégée, comme l'est le lézard des murailles, que vous avez, dans votre jardin, tous, voilà. Donc il y a des niveaux après, ça c'est quand même normé, il y a des niveaux d'enjeux régionaux. Donc le lézard osselé, ça fait partie du haut du sommet, voilà, des enjeux parce qu'il y en a vraiment plus beaucoup. C'est une réalité aussi, voilà. Même si, tout le monde pense en avoir dans son jardin, C'est mais pas ça. mais non, c'est Mmh. pas ça. Donc il y a un vrai sujet, de protection de la biodiversité. On a commencé par l'érosion, Mmh. qui se passe en ce moment. C'est une réalité scientifique, personne ne peut contredire ce fait. Maintenant, oui, il y a la possibilité d'aller, chercher des solutions. Donc le lézard osselé, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, hein, comme c'est sûr que quand on suspecte du lézard osselé sur un site, quand il y a de son habitat favorable, qu'on voit des gîtes, qu'on sait qu'il y a des données sur la commune. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a quand même accès à donc tout le monde a accès aux données faune flore de tous les dossiers. Donc ça veut dire que c'est quand même des choses qui sont connues. On peut plus cacher comme avant, il y a quelques années en arrière, où voilà, on cachait plus facilement les sujets. Aujourd'hui, c'est l'ère, de l'open data, donc toutes les données sont publiques. Donc on sait que, sur, telle commune, il y a déjà eu 30 observations de telle espèce. On a accès, nous, à ces données-là. Et puis derrière, l'expert herpétologue, pour reprendre le terme, Mmh. bah, il va aller regarder, il va dire: «OK, là, il y a des gîtes potentiels», donc des endroits où il se reproduit, il vit, et après, il faut le voir. Donc c'est sûr que ça fait partie, il faut passer, une trentaine de fois pour être sûr qu'il est pas là. Donc le lézard osselé, ça fait partie des espèces un peu cryptiques qu'on a du mal à observer. Donc c'est pas parce qu'on l'a pas vu qu'il est pas là. Et là, ça, c'est compliqué à faire entendre à un porteur de projet. Voilà. Donc c'est pas l'exemple le plus simple, le lézard osselé, mais voilà, on a aussi, Projet à une commune, un élu, enfin un les propriétaire, c'est 2, ça, un bien petit peu nous, sûr, on est un bien peu la sûr, plaque tournante et c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, bien ben, on sûr, manque, tout tout à d'âme fait, pour expliquer aujourd'hui dans tout à fait. qui Mais les personnes n'ont pas justement cette sensibilité de nous, c'est quand même notre quotidien et leur faire expliquer que alors nous, c'était sur un projet dans le Gard et c'est que du coup, ben, on a communiqué, on a mis aussi des panneaux, enfin, du coup, ça nous a permis, mais c'était de ça il y a quand même une dizaine d'années déjà, oui, donc on donc était dans d'autres sujets. mmh, Après, il y a aussi des dossiers, il y a aussi des mesures compensatoires, en faveur du lézard osselé qui sont envisagées, qui fonctionnent. Alors c'est un sujet vaste, on va pas forcément s'étendre sur le sujet parce qu'on pourrait faire un podcast sur la compensation écologique, je pense, c'est pas l'objet. Mais, voilà, on commence à avoir des retours d'expérience aujourd'hui sur ce qui fonctionne moins bien. mmh, Donc ça, on fait un métier en constante évolution. Hem, donc aujourd'hui, mais ce que je voulais dire, le lézard osselé était peut-être pas le meilleur exemple. mmh, Il y a il y a toujours, quasiment toujours des espèces protégées sur un site. Hem, donc après, il faut voir comment elles utilisent le site parce que c'est ça le niveau d'exigence. C'est est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles se reproduisent sur place? Est-ce qu'elles viennent juste s'alimenter? Voilà, les oiseaux par exemple, les chauves-souris, est-ce qu'elles, voilà, on voit tous dans nos mmh, quartiers, des chauves-souris en milieu urbain. Donc après, il faut rentrer dans une analyse, c'est ça qui nécessite aussi du travail, du temps et donc de l'argent. Il faut rentrer parce il faut aller démontrer à l'administration que voilà, OK, il y a telle espèce, mais elle l'utilise à tel moment et du coup, on peut peut-être trouver des solutions pour éviter. Donc il y a tout un pan, de solutions qui doivent être proposées. Donc c'est un gros travail de communication, en fait, avec les porteurs de projets. C'est le dire d'expert, que tu disais, mais finalement qui est pas que du dire, c'est aussi une expérience et une science. Et ça sous-entend quand même une forme de dialogue, voilà, avec, les parties prenantes, je pense notamment, par exemple, quand nous, on va avoir un propriétaire, foncier pour lui dire: «Bon, finalement, on construira que sur la moitié de votre terrain parce que on a une mesure d'évitement, pour, telle, espèce de fleur», par exemple. Il faut que lui arrive à l'entendre. Il faut que les services de l'État acceptent, cette mesure aussi, voilà, donc il faut qu'on aille voir la mairie qui avait prévu de faire, 120 logements et on n'en fera plus que 60. Voilà,
Ça a effectivement des implications au-delà de la biodiversité, sur la vie des projets. Mais Anne, tu parlais de contraintes et d'opportunités et c'est là où je voulais rebondir aussi, sur les opportunités, dans le sens où, par exemple, je reprends cet exemple de la mesure d'évitement. Si on a laissé, par exemple, la moitié du site, en en mesure d'évitement, donc qu'on n'aménagera pas, eh bien, c'est aussi une contribution au cadre de vie qu'on apportera des futurs habitants. Ça va être une meilleure gestion, des eaux pluviales, donc on va réduire le risque d'inondation, on va, mieux alimenter la nappe phréatique et cetera. Les enfants auront peut-être un petit coin pour un plus d'espace pour jouer. Voilà, donc finalement, cette approche-là, quand elle est vraiment prise en amont, comme le disait Alice tout à l'heure, quand, comme, nous chez Hectare, quand on a dit dans notre stratégie d'urbanisme durable, eh bien, on généralise les diagnostics, les pré-diagnostics écologiques pour, ne pas attendre 1 an, pour pouvoir faire un coup de crayon déjà, de savoir où on va. Quand, finalement, on évite la compensation qui est très, très coûteuse et qui met en danger économiquement les projets, et qu'on aboutit à des projets, qui font de l'évitement, de la réduction, qui travaillent le cadre de vie, au lieu d'avoir des citernes enterrées pour, gérer les eaux de pluie, on a des beaux bassins où on fait ce qu'on appelle de l'épandage des eaux pluviales pour les laisser s'infiltrer dans les milieux naturels. Qu'on a, des fleurs, sauvages à proximité, qu'on a des beaux arbres qu'on a préservés. On les a préservés parce qu'on est vertueux ou on les a préservés parce que la loi nous y oblige, parce qu'il y a des chauves-souris qui gîtent dedans. Peu importe le résultat et que finalement tout ça contribue à faire de la biodiversité aussi une opportunité pour la qualité de nos projets et je pense que c'est comme ça qu'on le voit aujourd'hui, chez Hectare. Au début, il faut avaler la pilule de on fait 2 fois moins de logements, mais une fois qu'on l'a avalé, finalement, ça fait des beaux projets, donc je pense que tout le monde y est. Non, Attention mais c'est avec qu'elle les fait partie elle fait partie intégrante aujourd'hui, voilà, de nos projets et c'est pour ça aussi que, voilà, on a maintenant on a un écologue, aussi en interne et c'était vrai que c'était important parce que, c'était pas notre métier, hein. C'est que le métier d'aménageur évolue et ces lois et ces contraintes, c'est vrai que quand même c'est une force et on va dire une sécurité d'avoir, Tolga avec nous parce que justement il nous permet d'aller, voilà, anticiper, de nous rappeler parce que sinon effectivement on repart dans nos habitudes et c'est vrai qu'on sait que les habitudes sont un peu difficiles à changer, donc c'est vrai que c'est important. Donc tu as commencé à évoquer donc le sujet de l'eau, donc je pense que c'est un sujet qui est très important, cette gestion des eaux pluviales. Est-ce qu'on peut, un petit peu en parler sur les îlots fraîcheurs, l'impact de l'eau aujourd'hui dans la biodiversité? l'eau, c'est la vie, je pense. Non, c'est C'est vrai. assez évident. Oui, oui, tout à fait, mais il y a une vraie, réflexion qui commence à émerger, enfin qui commence, ça fait quelques années déjà qu'on fait plus, des bassins de rétention dans les projets, comme on les faisait, il y a 10 ans en arrière. On est capable, de réfléchir à des bassins, qui même, préservent, favorisent, la biodiversité parce qu'on peut planter aussi, on peut préserver, les strates arborées, on peut imaginer en fait aujourd'hui on sait faire beaucoup de choses. Et puis surtout, on échange plus dans la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on va échanger plus avec, les hydrauliciens, les urbains, les archis, les paysagistes qui travaillent, qui co-construisent un projet et je pense qu'en fait, on arrive à trouver des solutions un peu gagnant-gagnant, de manière multiple. C'est-à-dire qu'on arrive à faire de la rétention, et de faire des bassins, qui soient pas, pentus comme ça, on visualise tous, dans les villes, à côté de nous, des bassins, qui sont très, finalement dans le paysage, qui sont, vraiment beaux, qui sont vraiment arborés, qui participent en fait à la qualité de vie d'un quartier. Mais en fait, il faut s'imaginer que ça a quand même un rôle, à la base, dans la rétention. Donc, voilà, les noues paysagères et cetera, bon, c'est des termes un peu compliqués, mais il y a plein de choses qui se font et qui participent, comme je disais, à la qualité de vie parce qu'en fait, tout le monde apprécie, et puis tout le monde l'apprécie. Là, il fait 35 degrés dehors, on apprécie de vivre dans un quartier où il y a des arbres. On le ressent assez facilement quand on va dans les quartiers ultra bétonnés où il y a pas de strates arborées, on le ressent physiquement, en tant qu'humain. La biodiversité aussi, parce qu'on en fait partie de cette biodive et donc il y a quand même ça je trouve que autant sur les espèces protégées, il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Je trouve que voilà, sur les îlots de fraîcheur, sur les trames vertes et bleues dans les projets, c'est quelque chose qui est en place depuis quelques années et qui plaît
pour le coup, là, qui convainc facilement le consommateur. Parce que tout le monde apprécie de vivre dans un quartier, avec une qualité de vie, avec, des arbres, d'entendre des oiseaux. Finalement, voilà, ça c'est une porte d'entrée justement vers des solutions où la biodive devient une opportunité, comme vous disiez et Non, mais c'est ça on parlait de l'école tout à l'heure sur les 4 saisons, que c'est compliqué. C'est que la semaine dernière, pour la petite anecdote, j'ai été, accompagner ma fille, j'essaie au moins une fois par an de l'accompagner et c'est que c'était sur l'eau et c'était justement, on expliquait aux enfants la rétention, qu'est-ce que mmh. voilà, les gouttières, à quoi ça servait, d'où venait l'eau quand elle partait du et c'est que c'était très intéressant et après on est allé à la Cadoule là qui est juste à côté justement pour montrer les espèces, et j'ai trouvé ça très intéressant déjà de les sensibiliser, à leur âge donc et c'est vrai qu'après tu es toute contente de dire, Mais voilà, nos enfants les sont meilleurs que nous là-dessus. Je pense que la génération audio. qui arrive, Voilà, on devrait à l'école, mais je sentais qu'il y avait c'est vrai, exactement. hein. Nous, je pense pas que je sais pas si on a exactement le même âge, mais en tout cas, on voyait beaucoup moins ces sujets-là à l'école. Aujourd'hui, on voit quand même, que la nouvelle génération, les instituts et cetera, enfin voilà, ils apprennent déjà, ces sujets-là et je pense que voilà, ça Bah, c'est c'est de vital, c'est l'éducation. vital. En fait, on en revient aussi à la connaissance, c'est-à-dire que je pense que si on a connaissance de ces sujets, heu, on le voit différemment et on le verra moins comme une contrainte, et on trouvera des solutions si on sait pourquoi, si on comprend comment ça fonctionne. Donc ouais, la formation, la sensibilisation et en tout cas, pour moi, je le vois comme une part, énorme de mon métier. C'est-à-dire Surtout que, au plus tôt c'est sinon on est juste des ayatollahs, et des empêcheurs de tourner en rond parce que c'est aussi une réalité. Mais je pense que voilà, en expliquant, en sensibilisant, au fait que à l'objectif commun, je pense que j'ai déjà eu des petites victoires de gens qui étaient quand même pas très convaincus au départ et qui finalement comprennent. Donc mmh. ouais, il y a un sujet d'éducation très fort. On parlait de changer alors de culture professionnelle. On est sur un sujet un peu différent, donc changer de culture et en même temps en monter en compétences aussi. Donc les acteurs, les aménageurs, les collectivités, les promoteurs, est-ce que c'est la même implication aujourd'hui? Enfin voilà, comment arriver, à monter en compétence tous ces acteurs? On revient En les formant, mmh, pour le coup, à l'école, ils sont formés. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur la formation, des aménageurs, sauf quand ils ont déjà des écologues en interne, mais mais il faut savoir la formation C'est l'occasion de raconter comment je suis arrivé chez Hectare. alors de la formation? c'était notre formateur. Ah bah voilà, oui, bah On voilà. s'est dit qu'à un moment donné, il fallait qu'on se forme parce OK. qu'aujourd'hui, c'est important plus Vous que l'avez en tant gardé, que vous avez gardé votre ouais, formateur? voilà, exactement. OK. Mais c'est qu'en tant qu'entreprise familiale et puis on a des enfants et c'est vrai quel monde on va laisser, enfin, voilà, l'impact qu'on va laisser, aux futures générations et c'est vrai que c'est quand on parle du sujet, c'est quand même quelque chose d'important et enfin, qui fait peur, hein et du coup, donc on a décidé de faire une formation en interne et notre formateur, c'était Tolga. Je savais pas ça. Il a un profil professeur quand même. Maintenant que tu le Donc si dis. notre professeur tournesol maintenant et du coup, on lui a dit s'il pouvait, nous accompagner parce qu'aujourd'hui, encore une fois, même nous en tant que professionnels, on est perdus dans dans cette approche et c'est vrai que c'est quand même complexe, alors l'idée, c'est souvent de désacraliser, mais c'est quand même, voilà, en fonction, comme on dit, des territoires, en fonction des communes, en fonction donc voilà, on a décidé de le garder avec nous et c'est Oui, vrai que c'est mais c'est sûr former, que c'est important, vraiment. former et puis avoir en interne, c'est une très bonne solution que vous avez à laquelle vous avez pensé. Parce qu'on voit quand même, nous, la différence entre, nos clients qui sont quand même habitués à ces sujets, donc qui souvent, ils ont quand même en interne des personnes, qui sont embauchées sur ces sujets. Voilà, de ceux qui vraiment, découvrent, en fait, ces réalités réglementaires, ces réalités et donc il y a un chemin qui est différent, voilà, dans l'approche, voilà, dans l'éducation, finalement à l'environnement. Donc voilà, après, que ce soit, les aménageurs, les collectivités, les développeurs, d'énergies renouvelables aussi, qui sont, des porteurs de projets. Aujourd'hui, bon voilà, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont formés en interne de ces structures et en tout cas, ça fait aller un peu plus vite sur les procédures. Voilà, donc c'est une bonne solution, je pense. Et je pense qu'il y a aussi, un peu la chaîne critique du métier de l'aménagement, qu'il faut faire monter en compétences globalement dans le sens où, heu, pour faire un projet urbain, il faut un propriétaire d'un foncier, il faut une commune, une collectivité, il faut un aménageur, il faut un urbaniste, il faut un architecte, un bureau d'études VRD, un bureau d'études structure, un bureau d'études sol, un bureau d'études écologue, un bureau d'études hydrologue, voilà. Je peux continuer, Ouais. toute la journée. Il faut des gens qui veulent bien habiter, là, il faut des entreprises pour construire et cetera et cetera. Il y a beaucoup de monde
Enfin, on est trop même pour se mettre autour d'une table finalement et donc faire un projet urbain, c'est faire un projet dans la complexité. Donc il faut coordonner tout le monde, tirer tout le monde vers le haut. Alors c'est pas toujours l'aménageur, qui est le plus sachant, ou le plus moteur sur tous ces sujets. Nous, on essaie de l'être. Des fois, on travaille avec des urbanistes qui le sont plus que nous. Des fois, on travaille avec des urbanistes qui le sont moins que nous, donc on essaie de les tirer, vers le haut si nous, on ne l'est pas. Voilà, donc je pense que c'est un peu la logique RSE aussi, c'est toujours de se dire: Voilà, quelles sont nos parties prenantes pour arriver au but, dans lequel on veut arriver et comment on se positionne nous en tant que, acteurs à essayer de tirer tout le monde vers le haut ou de se faire tirer vers le haut éventuellement par, d'autres parties prenantes qui sont plus exigeantes que nous et trouver un équilibre aussi, financier. Malheureusement, on en revient toujours au financier, mais on est un acteur économique, donc on est les seuls à être responsables de la bourse, donc voilà, c'est notre rôle. Non, ce qui est dur, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il y a encore une fois, il y a la réalité économique et c'est qu'on souffre, hein, cette profession depuis, voilà, depuis 2 3 ans, d'une réalité où effectivement, on ne veut plus, aménager, on ne veut plus de logement et c'est qu'on a des politiques qui mettent à mal cette profession et on est en contradiction, avec ce qu'on met en place et c'est qu'en tant qu'acteur, entreprise, hein, patron, entrepreneur, et entreprise familiale, comme on disait tout à l'heure, c'est dur parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité économique, qu'aujourd'hui, encore une fois, les Français souhaitent être propriétaires. Ils ne peuvent plus l'être parce que d'abord, il faut remplir un caddie, et c'est vrai qu'il faut payer ses factures, donc c'est compliqué. Et comment mettre, tous ces enjeux qui sont cruciaux aujourd'hui pour la planète, pour l'environnement, on est vraiment dans un paradoxe, et c'est vrai que c'est dur parce qu'en fait, des fois, on ne sait plus, voilà, par, quel biais commencer parce qu'aujourd'hui, les personnes cherchent un prix, et nous, en tant que qu'est-ce qu'il faut faire on est un petit peu perdu donc on met plein de choses en place, mais la réalité, c'est que comme dit, des études, ça coûte cher parce qu'il y a énormément de travail, parce qu'aujourd'hui, on est en retard aussi, on aurait dû faire ça de peut-être des décennies et aujourd'hui, voilà, le débat, il est ouvert, mais c'est vrai qu'on se sent des fois seul, voilà, on se sent seul parce qu'aujourd'hui, on a une profession qui est très importante, l'immobilier aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, et le logement, ça reste quelque chose de très important. Il manque du logement, mais voilà, on est dans une complexité et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, on se sent terriblement seul et de faire les choses bien, justement, c'est dur, quoi. Ouais, je pense qu'il faut en fait, ce qui est intéressant, c'est de pas rester seul justement, c'est de mettre, toutes ces parties prenantes dont tu Mmh. parlais Tolga, autour d'une table et on a du mal à le faire en fait. Je pense qu'on gagnerait du temps et de l'argent, et que les études coûtent cher, oui et non, hein, c'est tout ça est très relatif aussi, hein, par rapport au coût, derrière de construction et cetera. Quand on ramène un coût global d'un projet, finalement des études, de biodiversité, surtout si elles sont très en amont et donc plus petites, c'est marginal, je pense qu'on peut le dire. Donc c'est beaucoup, je pense, de l'intelligence collective, en fait, finalement, parce que chacun a un peu l'habitude d'être dans son métier, dans ses habitudes, de Mmh. travailler seul, de regarder l'autre, comme, voilà, entre aménageurs, publics, privés, On lance un appel alors PAP, aujourd'hui, non, comment faire pour travailler je ensemble? pense qu'il faut Il justement faut qu'il y travailler a autour de la ensemble. table, Ouais, je suis d'accord. je pense. Mais c'est facile à dire et après il faut le faire et je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps et sans doute, du coup, beaucoup de sous, si, au départ de la réflexion d'un projet, tout le monde était autour de la table, depuis le PLU, qui a réfléchi. Voilà, il y a une vraie réflexion, alors ça par petites touches, c'est en train de bouger. Nous, on travaille quand même de plus en plus avec des métiers avec qui on n'avait pas l'habitude de travailler. On se fait embarquer par des équipes, des archis, par exemple, ou alors que c'est pas forcément des corps de métier avec qui on avait l'habitude de travailler. Parce que je pense que, voilà, petit à petit, on comprend qu'on a des choses à gagner, en fait, à se mettre tous, dans la réflexion et dans la co-construction. Et que du coup, on aboutit à quelque chose, où tout le monde y gagne. Donc, voilà. Mais, c'est pas si simple et c'est pas la seule piste de solution, mais, c'en est une, je pense. Donc on dit une opération, alors ça dépend, mais c'est à partir de combien, on va dire, de logements on en en Alors, j'ai envie de dire que même, c'est ça qui est compliqué, c'est que, là, on a des cas où on est sur de la réhabilitation, on est sur de la démolition-reconstruction. Alors, c'est pas forcément quelque chose, pour, votre structure, mais c'est pour dire que des fois, c'est pas forcément une taille d'opération. C'est que finalement, même la moindre,
la moindre démolition de bâtiment aujourd'hui peut avoir des sujets où on a plutôt intérêt à faire passer un écologue parce qu'il va y avoir des chauves-souris dans le bâtiment et que derrière, on peut avoir des conséquences très lourdes. Donc ça, c'est en train aussi de bouger. On accompagne beaucoup des communes dans des réhabilitations de quartiers, par exemple, des quartiers qui sont complètement des cités qui sont réhabilitées. Il y a des politiques aujourd'hui pour ces sujets-là, de politique urbaine très fortes. C'est passionnant, c'est hyper important, mais ça nécessite aussi, alors qu'il y a quelques années en arrière, ça se faisait sans aucune, voilà, sans un regard sur la biodiversité. Il y a aussi déjà dès ce moment-là et j'ai envie de dire alors réglementairement non, vous n'êtes pas obligé dès la première maison, c'est sûr, mais il y a des seuils, il y a à partir de 5 hectares, 10 hectares, voilà, plus de 10 hectares, vous faites Oui, 4 particulier saisons, n'est 5 pas hectares. n'est pas touché par Voilà, non, c'est pas le particulier qui va être touché, c'est la réflexion globale de la zone à aménager. C'est plutôt en amont, donc voilà. Je pense pas qu'on puisse dire, par contre, le particulier, peut-être de se poser la question, est-ce que, finalement, il préfère vivre dans une opération, heu, aujourd'hui, il faut densifier, il faut aller, densifier les espaces. On est dans une politique aussi, où il faut faire ça au niveau de l'urbanisme, donc il y a quand même une réflexion à avoir. N'empêche que, est-ce qu'il a envie de vivre aussi avec, une qualité de vie, des arbres, comment on va supporter la chaleur qui va être de plus en plus importante? C'est des réflexions, je pense même du consommateur et du coup, est-ce qu'il est prêt à mettre un peu plus cher? Ça, c'est une vraie question, mais elle est valable, sur plein de pans, en fait, hein, pas que sur la nourriture, oui, sur, oui, tellement d'autres l'alimentation, sujets, Et sur les donc mobilités se pose aussi. voilà, Voilà. c'est vaste et là, on peut y passer 3 jours, donc c'est pas l'idée. En conclusion, donc, ce que chacun retient comme levier prioritaire à actionner. Moi, je dirais impliquer tout le monde, impliquer nous en interne. Alors, nos leviers d'action sont plus évidents en interne. Tous nos collaborateurs, sont formés, sensibilisés, dans le cadre de notre, stratégie RSE, qui est labellisée d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais on est labellisé par l'AFNOR, engagé RSE. Et dans ce cadre-là, effectivement, on essaie d'impliquer tous nos collaborateurs de façon régulière, sur tous les sujets environnementaux et dont la biodiversité. Donc ça, c'est en interne et en externe, on essaie de mobiliser nos parties prenantes et je pense que s'il y avait vraiment un seul levier à retenir, ce serait celui-là et aussi de garder le cap de la stratégie, de notre stratégie biodiversité qui est le pré-diagnostic systématique, éviter la compensation autant que faire se peut. Voilà. Et communiquer sur ces sujets, parce que je pense que c'est pas forcément, enfin, je pense que ça peut donner des idées aussi, ce positionnement, parce que je le trouve assez intéressant, et pas forcément des plus répandus. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi beaucoup se parler, même entre, dans nos réseaux respectifs. Donc les leviers d'action, je sais pas si je pourrais en retenir qu'un, hein. J'ai beaucoup parlé de mettre les différentes parties prenantes autour d'une table. Je pense que vraiment, il faut se parler, en fait. C'est qu'on est dans Parler une de ère, motivation. on est dans une ère où, à la fois, on échange et on communique, beaucoup, par des biais, de plus en plus sophistiqués et puis finalement, se mettre tous autour d'une table 1 heure, ça devient de plus en plus rare. On fait des visios à je sais pas combien, on fait voilà, mais se mettre autour d'un plan, réfléchir, co-concevoir un projet, je l'ai pas beaucoup fait dans ma carrière et en fait, les fois où on se déplace, pour aller voilà, discuter avec les élus, tous les métiers autour de la table, on voit d'un coup que les solutions, elles émergent. Parce que finalement, on n'est pas toujours que dans des injonctions contradictoires. Il y a quand même des pistes de solutions. Mais encore faut-il faire cet effort-là et en avoir envie. Donc je pense que pour moi, c'est le levier d'action prioritaire à venir. Ah, à mettre en place, à réfléchir. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Merci Tolga. Merci Anne. Alice. Merci Anne. Je crois que nous avons mieux compris les enjeux environnementaux. On se retrouve très bientôt dans le prochain podcast des coulisses de l'IMO. Prenez soin de vous.